Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Isons Osé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'humoriste Tom Boudet. Comment ça va, Tom? Ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je t'avais découvert au Spotlight début 2022 à Lille. Tu étais vraiment encore à tes débuts. Et là, c'est la première fois que tu joues en Suisse, c'est ça? Ouais, exactement. Là, on est à Genève et je suis là pour 2 soirs, 2 dates. Donc c'est trop bien. Première fois de ma vie même que je viens en Suisse en tant D'accord. qu'humain. Donc c'est trop cool. Puis c'est bien, c'est l'avantage de la tournée, quoi. Ça te fait Hmm. voyager, découvrir d'autres endroits, c'est trop bien. Mais c'est cool, tu continues sur ta lancée, quoi. Ouais. Et puis non, c'est chouette là de pouvoir enfin. Parce que tu parlais de Lille, moi je suis de Lille et j'ai joué beaucoup de spectacles à Lille et je continue à le jouer. Puis c'est bien vraiment de découvrir des nouveaux publics, nouvelles salles et tout. Hmm. Et ça conforte dans l'idée que le spectacle est bien, quoi. Alors, première question, Tom, est-ce que quand tu étais enfant, tu avais ce rêve de devenir humoriste? Oui, alors, mais c'est pas venu tout de suite. En fait, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup éduqué via la culture, le divertissement, tout ça. Beaucoup dans la musique, beaucoup dans les concerts, des spectacles et tout. Pour te dire, mon premier festival de musique, j'avais 6 ans. D'accord. Ce qui n'est pas un âge, je vous le dis, pour amener des enfants de 6 ans. Enfin, on peut pas. Mais ils l'ont fait, mais du coup, ça m'a forgé et j'avais tout de suite, quand j'étais plus jeune, une envie de faire de la scène et ouais, une fascination pour tout ça, pour l'entertainment, tu vois, un peu. Mais je savais pas que c'était l'humour et les humoristes. Et en fait, les humoristes, c'est venu par moi-même, en fait, quand j'étais en sixième, donc à 11 12 ans. Et puis, je découvre par moi-même des humoristes, dont Gad Elmaleh. Et en fait, j'ai vraiment cette image où il fait un sketch sur la sortie d'école, qui moi me touche parce que je suis en Mhm. plein dans cet âge-là, etc. Et donc, je suis évidemment mort de rire, mais je vois aussi mes parents qui sont morts de rire et je fais waouh, il touche tout le monde, il parle à tout le monde. Et puis, Gad Elmaleh a fait, je pense, il a donné envie à beaucoup de gens de faire ce métier parce que il bouge, etc. Il est très généreux, quoi, sur scène. Et là, j'ai eu ce déclic, en fait, de me dire waouh, c'est Ok, ça, en fait, donc ça c'est vient de c'est là. le langage, tu vois, qui me correspond. Et après, j'ai découvert plein d'humoristes français, américains, suisses, belges, etc. Et c'est devenu une vraie passion, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a attiré? Est-ce que c'est le fait de pouvoir faire rire les autres, d'apporter un peu de bonheur aux gens? Une bonne question. C'est une bonne question. Bah, en fait, oui, moi, j'ai toujours, je sais aimer faire le show, comme on dit, tu vois. Moi, les grandes salles, les grandes scènes, ça m'attire, etc. Mais je te dis, c'est un plus de question de langage, quoi. De dire, ah, je veux monter sur scène, mais je sais pas trop comment. J'adore la musique, mais je sais que je suis pas doué, j'ai pas un talent là-dedans. Et en fait, ouais, je me suis dit, ah, mais jouer la comédie, Parce que faire t'as jamais rire fait et de cours de tout. théâtre petit? J'en ai fait à partir du collège. Ok, Donc, alors en Suisse, c'est un autre terme. Ça, j'ai c'est appris ça. vrai Parce que qu'on l'a là, on appris est. hier soir. Voilà, ce soir, je fais ma deuxième date et hier soir, tu étais là. On a appris que c'était cycle. C'est ça, Mais du coup, collège à pour ne nous, pas donc c'est confondre. 13 14 ans, tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à faire du théâtre. Mais voilà, en fait, c'était plus ça, une question de langage et de dire, ah voilà, c'est comme ça que je veux être, en tout cas sur scène, quoi. Hmm. Alors j'ai cru comprendre que petit tu étais timide. Qu'est-ce qui te bloquait à l'époque? Est-ce que c'était le regard des autres, la peur du rejet, d'être ridicule? En fait, c'était plus le côté où ça, c'est chouette maintenant avec un peu d'expérience, j'arrive à le gérer. C'est le côté stress. Hmm. Le trac, tout ça, où en fait je savais pas le gérer, je pense qu'il est normal aussi quand t'es enfant, mais c'est quand je suis arrivé justement au collège, je te dis 12 13 ans, où là t'es confronté vachement au regard des autres, mais partout, c'est-à-dire évidemment dans la cour de récré sur tes habits, ce que tu portes, ce que t'es, et aussi tous les oraux à faire, les exposés, tout ça, Hmm. j'étais tétanisé, quoi. Ah ouais. Et Les poésies paradoxalement, déjà de la les primaire, poésies, hein. alors ce qui était bizarre parce qu'en primaire, les poésies, aucun problème. Tu sais, je pense qu'il y a un truc un peu inconscient quand t'es petit. Et par contre, je me rappelle en avoir fait justement un stage là 12 ans, 13 ans plus tard. Et là, c'était horrible. Est-ce que t'as eu des remarques peut-être un peu blessantes des autres et du coup c'était un peu cassé Bah, en fait, oui et non. Oui, en fait, t'es confronté au regard des autres. Après, en fait, je veux pas dire. Oui, parce que j'étais pas, par exemple, un élève harcelé du tout. J'étais pas, j'avais mon groupe de potes, tout ça. Mais j'étais plus confronté à ça. Et puis, juste l'idée qu'est-ce que les gens vont penser de moi, tout ça. Et c'était paradoxal parce que je voulais faire. Et je voulais être humoriste, faire de la scène et tout. Et j'en ai beaucoup souffert. Et en fait, après, je suis allé voir un psy à cet âge-là qui a vraiment a changé mon état d'esprit. C'est-à-dire que quand je suis sorti de là, de ces séances et tout, elle m'a mis dans une idée de
faut que tu fasses ce qui te plaît, faut que tu vainques tes peurs et que tu ailles au bout des choses. Et dès que j'ai arrêté les séances, 2 mois après, je me suis lancé sur YouTube. J'avais quoi, 12 ans. Parce que c'était un peu la mode, tu vois, de se faire des vidéos sur YouTube et tout. Et là, tu es encore plus confronté au regard des autres parce que ton voisin peut le voir, mais comme quelqu'un de l'autre côté de la planète peut voir la vidéo, quoi. Et ça, en fait, tout ça, ça m'a forgé. Et j'ai un peu pris confiance en moi au fur et à mesure. J'ai fait du théâtre. J'avais toujours ce rêve d'être humoriste, donc j'écrivais de mon côté. Et à 17 ans, je me suis vraiment lancé. Donc c'était tout un peu un processus, quoi, mais qui n'était pas gagné d'avance, quoi. Et tes copains à l'école, ils te faisaient des retours sur tes vidéos YouTube? Ta famille, ils te Ouais, soutenait ouais, en fait, ça, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir à chaque fois un entourage qui m'a soutenu. Moi, je me rappelle quand je démarrais les vidéos YouTube, mes parents étaient d'accord, mais la condition, c'était montre-la nous avant pour que. Et en fait, la première vidéo, ils étaient agréablement surpris, de dire ah, mais c'est pro, et donc t'as écrit ça et tout. Ils se font, ah, bah, d'accord. Et, pour mes potes, il y avait aussi, eux aussi faisaient des vidéos, alors d'autres vidéos, genre de jeux vidéo, de manga, tout ça, mais il y avait un espèce de truc de création, et donc on était toute une petite bande de youtubeurs, tu vois, à 12 ans, qui étaient là, ouais, c'est trop drôle. Et donc tu avais en fait en tout cas une espèce d'alchimie créative, artistique, où personne ne se jugeait entre nous, et on était plus là en train de faire, ah mais on pourrait faire ça, et s'imaginer des gros projets. Et ça, pour le coup, c'est une chance, quoi. Et puis moi, je me suis affirmé aussi de mon côté. Tu avais évidemment des gens plus âgés, tu vois, collège, lycée, qui venaient me voir, et ça m'a intimidé. Et en fait, au fur et à mesure, bah, j'assumais, quoi. Alors, ils se moquaient pas de moi, mais ils voulaient dire ah, j'ai vu ta vidéo et tout. Et là où au début, j'étais oui. Et après, c'est devenu ouais, je t'aime. Et toi, t'as aimé? Non, t'as pas aimé? On discutait. Et il y a même un truc, peut-être ma réponse est longue, hein, mais les profs se sont emparés de ça. C'est-à-dire les profs ont su, et notamment quand j'étais donc vraiment fin du cursus scolaire, donc à 17 ans, les profs montraient parfois mes vidéos en classe, tout ça. Ah ouais. Ce qui pour moi a parfois été un peu gênant. C'était un peu la star tout. Du collège, non? Ouais, non, mais en tout cas ça se savait que lui il veut être humoriste et être un peu marrant. Mais t'as pas eu de remarques du style il s'appelle la honte enfin, il a le melon. Non, pas bon, déjà le melon à cet âge-là, c'est compliqué de l'avoir. T'es là, on a une interro de philo. Non, mais oui, certainement, il y a eu. En tout cas, en fait, j'ai pas souffert. Comme je disais, j'ai pas été harcelé, on m'a pas pointé du doigt et tout. Maintenant, je pense que oui, il y a certainement des gens qui se sont dit. Parce que tu es en vidéo sur YouTube, tu mets des perruques, et tu as aussi le côté un peu, malgré tout, pas arrogant, mais tu dis que t'es drôle. Tu fais des vidéos pour dire je suis le mec marrant, c'est un peu prétentieux, voilà, ouais, c'est ça que je cherche. Et certainement les gens pouvaient se dire ça, mais c'est pas, voilà, c'était pas unanime, et je crois pas, et on m'a pas pointé du doigt, ou on s'est pas moqué de moi ouvertement. Donc, et puis il y avait un truc où je croyais en moi-même, à mon rêve, et puis encore une fois j'avais un entourage qui me soutenait, donc là-dessus ça va, j'ai eu beaucoup de chance, je pense. J'ai une petite remarque de boomeuse, mais donc toi tu es en 2002. Est-ce que dire boomer c'est pas déjà boomer? Comment? Est-ce que dire boomer c'est pas déjà boomer? Est-ce que c'est pas déjà un peu dépassé de dire le terme boomer? Ah peut-être. Peut-être, non? Je connais pas de terme pour l'instant qui aurait remplacé. Mais... Moi j'aime bien ringard. Ringard, ouais, ok. Ringard. On va utiliser ringard. Le mot ringard, tu vois, tu le dis ringard. Tu sais, il y a un côté un peu... Daniel Prévost, tu vois qui c'est, un acteur très connu qui faudrait que je le vois, en fait, je retiens pas les noms des gens. Parle un peu comme ça et qui dit beaucoup ringard. Enfin ouais, pardon. Ouais. Petite anecdote. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc tu es en 2002, donc tu es clairement né avec la caméra, la vidéo. Ouais. Donc pour toi, j'imagine que c'était hyper naturel de parler seul dans ta chambre à une caméra. Mais tu vois, pour moi, j'ai vraiment du mal à faire ça. Enfin, tu vois, dans la rue, tu as plein de gens qui vont parler seuls à leur téléphone. Ouais. Voilà, ça, j'ai vraiment du mal, tu vois. C'est peut-être plus générationnel, mais... Ah non, mais en vrai, c'est... Tu sais que moi, je trouve très courageux, c'est les gens... je sais pas, par exemple, un groupe d'amis à deux, et tu sais, l'un prend en photo l'autre qui fait une pose très marquée ou quoi, devant je sais pas, un monument, un truc. Je trouve ça plus courageux de faire ça que de monter sur scène, tu vois, vraiment. Ah parce parce qu'il y a un côté où, en fait, je sais pas, sur scène, moi, même si je joue, même si c'est écrit, je suis naturel, enfin, je suis moi-même. Et eux, c'est vraiment, il y a un côté un peu fake, tu vois, là, je prends la pose, et là, je dois être joli. En tout cas, ils s'exposent du jugement des autres, c'est sûr. Oui, voilà, donc je trouve ça très courageux. Mais après, oui, en fait, moi, quand j'ai commencé les vidéos YouTube, il y avait aussi les vidéos YouTube se faisaient de plus en plus, c'est-à-dire nos modèles à l'époque, c'était forcément des gens comme Cyprien,
comme Norman à l'époque, tout ça, mais c'est ces gens-là aussi qui ont fait grandir le YouTube français. Et du coup, nous, on grandissait avec ça et on voyait en effet ces gars-là parler dans leur chambre. Et c'était tellement surtout accessible de se dire, c'est pas si compliqué en fait. Tu prends, moi je faisais tout avec mon iPod Touch, Wow. qui était l'équivalent d'un iPad de version Excellent. téléphone. Et je faisais mon montage là-dessus et tout. Et c'était ouais, facile, c'est-à-dire tu poses ton téléphone là, tu parles direct, t'écris avant tes trucs, t'amènes des potes pour qu'ils jouent avec toi, c'est assez accessible. Euh, mais oui, c'est clair qu'on est plus à l'aise avec ça et on a peut-être oui une espèce de, 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 de- de rapidité, une facilité Mm. sur ces choses-là. Mais je pense quand même il faut être intéressé, il faut être investi quand même. Moi pour ma part, je sais que j'ai été autodidacte sur plein de trucs, tu vois, dans le montage notamment où moi je suis pas du tout quelqu'un de très technique, informatique, etc. Et avec des tutos YouTube, tu vois, j'ai appris à Ouais, c'est monter vrai toutes qu'il les y a- vidéos, à faire tel effet. Et j'ai pas un excellent niveau, mais je sais me débrouiller. Et donc il y a juste un côté très accessible où forcément à une génération avant, c'était pas le cas, quoi. Mm. C'était autre chose, les VHS. Pour ceux qui savent ce que c'est. Qu'est-ce qui t'a vraiment libéré de ta timidité? Est-ce que c'est le fait de parler avec assurance devant un public? Est-ce que c'est le fait de voir que les gens rigolent à tes blagues qui t'a donné confiance en toi? Bah, moi, comme je te dis, c'est vraiment la psychologue qui, je te dis, m'a donné ce truc-là de. Tu peux avoir évidemment des peurs, des craintes, parce qu'on n'est pas tous parfaits, évidemment, mais essaye. Ça coûte rien hein, d'essayer. Et moi, vraiment, cette mentalité-là, le côté un peu rien à perdre, je l'ai depuis que j'ai 12-13 ans, ce qui est un peu pas Mm. normal. Normalement, t'as ça plus âgé. Mais moi, ça me conditionne beaucoup dans plein de choses de ma vie, quoi. Ce qui est trop cool. Et, euh, et donc, j'ai toujours eu ce truc-là. Donc, après mes séances avec la psy, j'ai dit, bah, allez, il faut essayer, il faut se donner à fond au théâtre. Et au Mais début, c'était. que 12-13 ans à cette époque. Ouais. Donc tu avais déjà une certaine maturité quand même. Bah Tu oui, vois, oui, enfin, c'est parce pas tout le monde à que, 12-13 ans parce qui veut que dire, j'ai allez. une espèce, je sais pas, oui, de prise de conscience. Et après, comme je faisais du théâtre pendant un an, en fait, on n'a pas fait de prestation devant les parents ou quoi. Mm. C'était entre nous. Et donc là, j'étais dans une classe théâtre, moi. Donc il y avait une classe avec que des gens un peu comme ça aussi, un Cool, peu j'aurais timides rêvé de et faire tout. ça. Mais oui, non, mais c'est Mm. tellement bien. Et d'ailleurs, je suis très content. Là, j'ai appris que le théâtre allait être obligatoire même dès l'école primaire en France. Et je Ah trouve que ouais. c'est génial parce que, évidemment, tout Enfin, le en monde France, pour n'est. qu'on apprenne à parler en public, hein, Oui, voilà, c'est voilà. ça. Évidemment, tout le monde n'est pas fait pour ça parce que Mm. je peux. Enfin, c'est plein de choses. C'est la qualité d'orateur. Derrière, il faut aussi gérer son stress. Je le conçois évidemment que c'est pas évident, mais en tout cas, ça peut aider et pas mettre des barrières et des faux trucs ah, il va me juger et Mm. de quoi j'ai l'air et tout. Et, et en fait, c'est au bout d'un an de théâtre où on a fait une prestation devant les parents et c'était évidemment une pièce comique et moi j'avais un rôle important. Je faisais, tu Qu'est-ce que tu sais, faisais? je faisais en fait, c'était dans une croisière et Ok. je faisais un mec qui faisait du yoga. Donc déjà, c'était un Waouh. personnage et moi j'adorais ça et qui faisait rire les gens. Et il se trouve que ce mec-là, c'est lui en fait le tueur. Donc Mm. il y avait tout le truc où quand même j'avais un rôle important, mais qui tout le long de la pièce n'était pas si important. C'était juste le rôle un peu drôle qui fait du yoga et tout. Et, euh, et oui, je pense que les premiers rires, tout ça, ça a été. En fait, je te dis vraiment la question de langage, c'est-à-dire que même moi, j'ai jamais été en classe l'élève qui gueule ah, machin, et qui fait rire toute la classe. Non, j'étais celui qui faisait rire mon Subtilement. voisin, ma voisine. Et Mm. comme tu sais, au fur et à mesure, on changeait de place, bah, j'arrivais à conquérir toute ma classe, tu vois. C'était plus comme ça, quoi. Mais même encore aujourd'hui, je sais pas, pour faire des rencontres, pour aborder des gens, ça passe par l'humour, tu vois, ou de la Mm. déconstruction des choses, quoi. Ah bah c'était une sacrée arme, hein, de C'est, savoir faire ouais, moi rire. j'adore ça, je, je, je sais pas, il y a un endroit où on va être un peu malmené ou mal à l'aise, j'aime bien le dire, tu vois, c'est pas grave, tu vois, j'en sais rien, si on est bloqué ensemble dans un ascenseur, je vais pas faire genre de rien, il faut qu'on rigole de dire non mais c'est fou, là on est bloqué, tu vois. Euh, donc oui, en tout cas, je pense en partie grâce à cette psychologue qui m'a, tu vois, mis ce mindset-là, quoi. Et est-ce que tu penses avoir complètement guéri de la timidité ou est-ce que tu sens que ça peut revenir si par exemple tu joues pas pendant X mois Non, bah, je pense en fait comme je te dis, il y a tellement un truc qui maintenant au-delà de la scène ou de question de parler à l'oral qui est même dans ma manière de voir les choses. Tu vois, je te parlais de mentalité maintenant un peu d'essayer de faire les choses où on n'est pas à l'aise, mais je sais Mm. pas, les manèges à sensations par exemple. Moi j'avais très peur de ça tout petit et je suis allé à Disneyland il y a 2 ans avec un pote et il m'a dit allez viens on le fait. J'étais évidemment tétanisé genre tu sais les gros trucs Mm. Space Mountain notamment et tout. Et je l'ai fait
Et genre, j'étais tellement fier de moi de me dire, bon, c'est pas ce que je préfère le plus, mais je l'ai fait. Moi, En je l'ai plus, il y a un fait, côté quoi. libérateur. Donc, c'est plus comme ça. Donc, je pense que si demain, oui, j'arrête un petit peu, ça va pas revenir comme ça. Mais en revanche, il y a quand même des certaines situations où je peux être un peu euh, mal à l'aise ou Comme quoi? aborder quelqu'un qui me plaît, par exemple. Mm. C'est quelque chose, enfin, je sais pas faire moi. D'accord. Après, il y a que côté où je me pose beaucoup de questions justement sur comment. Je suis un peu sensible sur comment les gens vont prendre les choses. Donc, je veux qu'évidemment tout se passe bien et Mm. j'aime pas heurter, je veux pas blesser, je veux pas rendre mal à l'aise quelqu'un et je veux que tout soit carré chez les gens. Je veux vraiment qu'ils se sentent bien dans la vie, même mes amis, tout ça. Et donc, tu vois, dans certaines situations, je peux être un peu mal à l'aise ou au contraire, sorti d'un spectacle, ça se passe bien. Quand les gens viennent te voir, moi j'adore ça, mais quand d'un coup, tu as un espèce de groupe de personnes Ouais, c'est un peu étrange. qui, en plus, te font que des remarques, cool, hein, mais Mm. tu sais, ça prend une ampleur, tu es là à un moment donné, moi je me dis, je ne sais pas quoi dire à part merci, Ça doit merci, être merci. gênant, ouais. Ouais, donc là, ça peut revenir, après, c'est normal, Mm. mais je pense que il y a eu une petite évolution là-dessus, et ça, je suis trop content. À l'âge de 17 ans, tu te lances dans le stand-up, donc tu es encore au lycée, c'est ça? Ouais, fin lycée. Et comment tu arrives à gérer avec les cours à côté? C'était trop bien, j'avais une double vie. En fait, bon, déjà, j'avais mis quelques mois avant de jouer le soir en semaine parce que ça, je faisais attention aussi. Je me disais, oui, il faut pas que je mélange tout. Oui, parce qu'en plus, t'habitais pas dans l'île même, c'est Oui, ça? T'habites j'habitais un à peu. côté, en campagne, tout ça, en effet. Et, Il y a ça aussi. et bon, c'est vrai, c'était marrant, Le c'était dernier bus et bus tout. était à 19h30. Oui, voilà. Oui, en plus, il y avait ça. Mais ce qui était bien, c'est que dans le stand-up, tu sais, ça joue vraiment à n'importe quelle heure, surtout en week-end. Et il y avait un plateau à Lille, au Spotlight, qui était en après-midi. Il y avait toujours beaucoup de monde, etc. Et moi, c'était le créneau parfait, quoi. Après-midi, après, je pouvais rentrer chez moi et tout. Donc, ce que je faisais, en plus, c'était donc le samedi. Le matin, j'avais, tu sais, les gros examens au lycée, t'as ça, tu vois, les examens le matin. Donc, il fallait que je révise la veille, évidemment, pour l'examen. Donc, c'était 4 heures, c'était des trucs. Ouais, j'en Et souviens. puis, je partais vite à Lille, je mangeais seul, et après, j'allais jouer. Et donc, j'avais cette espèce de double vie comme ça, mais c'était trop cool. C'était trop bien parce qu'en plus, j'avais des amis, mes amis proches, parce que je n'en parlais pas trop autour de moi. Je voulais que ça reste discret, quoi. Ils venaient me voir ils me faisaient des retours et très sincères, etc. C'était ouf. C'était trop. Enfin, je dirais pas que je suis nostalgique de ce moment parce qu'aujourd'hui je vis de cette passion, donc c'est trop bien de consacrer ma vie à ça. Mais le côté ah bah oui, je commence déjà à cet âge-là. C'est trop bien, je sentais. Parce que moi, j'ai eu cette optique aussi que quand je démarrais le stand-up, c'était pas pour essayer le stand-up. Ouais, c'était vraiment pour y C'était aller voilà, à fond, c'est quoi. parti. Et puis j'espère que dans 1, 2, 3 ans, je vais avoir mon spectacle. C'était ça l'optique. Mais on sent, tu vois, que tu as cette niaque, détermination en toi, quoi. C'est vrai? C'est naturel. Bah, écoute, Mais bon, merci c'est ce qu'il beaucoup. faut pour réussir. Ouais, bah, c'est clair, faut y croire, quoi. Il faut avoir des objectifs, il faut aussi être bien entouré. Je pense que c'est ça aussi la clé, tu vois. D'entourer des gens qui sont, avec des gens qui sont dans la même optique que toi et qui t'élèvent, en fait, tu vois, qui sont sincères. Moi, j'ai la chance d'avoir une petite équipe. Tu vois, tu as rencontré Ilan, par exemple, Pierre, qui est quelqu'un qui m'accompagne sur toutes les dates et qui fait toutes mes photos et vidéos des spectacles. Et bah lui, c'est génial, c'est vraiment un partenaire, quoi. C'est au-delà qu'il est photographe et vidéaste, c'est qu'il a vu le spectacle 1000 fois, donc on débriefe beaucoup là-dessus, on discute. Et puis même, on a une vision sur les choses, enfin sur un plan de carrière et tout, c'est trop bien. C'est trop cool. Cool. Et tes parents, ils t'ont tout de suite soutenu? Comment ça s'est passé? Ouais. En fait, bah, comme mes parents, ils ont. Mon père, surtout, aurait voulu faire un chemin artistique, il aurait voulu être guitariste, etc. Et malheureusement, il a, lui, Donc le fils refusé. a Oui, voilà. concrétisé Je son rêve. représente mon daron. C'est moi. Il a un peu dit non à certaines opportunités parce que bah, c'est ça, mais surtout dans le métier artistique, c'est fait de beaucoup de risques et c'est fait de. Bah, je ne sais pas si ça va marcher, et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et je pense que mon père a eu un peu de peur ou de doute là-dedans. Et aussi, à côté, il avait un travail où il était très à l'aise, il était très confortable et tout. Donc, mais aujourd'hui, c'est un regret pour lui, qui ne le ronge pas, évidemment, parce qu'il travaille dans l'événementiel. Donc, il est encore autour de ça. Et il va avoir des spectacles, des concerts et tout. Mais je pense qu'il a encore ce petit truc dans cet état. C'est dommage. Et ce qui fait que quand moi je décide de leur dire, bah voilà, déjà je démarre la scène, puis après 2 ans après j'arrête mes études ils m'ont toujours soutenu et il y a eu plusieurs choses. Évidemment, il y a eu le côté un peu d'inquiétude parce que c'est des parents et c'est normal, mais tout de suite ils ont bien géré. Par exemple, mon père il m'a dit, voilà, de tous les 6 mois,
fais-moi un espèce de petit De compte rendu. ouais voilà de bilan de t'en es où. Mm. Et en fait au bout de 6 mois bah tu vois je sais plus c'était quoi les 6 premiers mois j'avais un petit boulot à côté. J'ai fait surveillant dans mon collège pour gagner un peu Ah ouais. d'argent quand je venais d'arrêter mes études. Les autres 6 mois, j'avais fait ma première télé, je commençais à jouer à Paris, tu vois, au fur et à mesure. Donc c'est trop cool, il y avait un truc de confiance, quoi. Une espèce de contrat, tu vois. Mais c'est bien, je trouve que c'est sain. Et à la fois, il y avait ce truc aussi qui est vrai, et encore aujourd'hui, parce que j'ai 22 ans, c'est au pire, si ça fonctionne pas, ma vie n'est pas foutue, quoi. Je veux Mm. dire, je suis encore jeune, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, j'ai pas de responsabilité, tout va bien là-dessus. Et voilà, si je suis allé au bout du truc, je ne vais jamais avoir de regrets. Évidemment que c'est dommage, on ne peut pas tout avoir. Mais de toute façon, je sais que ça va le Que faire. tu réussisses. Voilà. Mais Mais c'est vrai que, enfin, là, surtout depuis le Covid, je trouve que les comédie clubs, ça pullule de partout. ouais. Et on sent que ça peut aller très vite, tu vois, dans ton milieu, l'humour. Hein. Hmm. Enfin, tu commences Attends, je sur repose des ça. petites salles, dans des caves, comme on dit. Ça va. Ouais. Et très vite, on peut te faire jouer à Paris, en province, comme on dit, même si j'aime Ouais, pas c'est ce mot. ça. Alors, Mais c'est ça. ouais, Bah, oui, ça peut aller vite, puis avec les réseaux aussi. Tu vois, les ouais, aussi vidéos, que ça les réseaux peut faire sociaux. décoller ta carrière, et c'est pour ça il y a un côté un peu, faut être prêt mentalement, et surtout être prêt dans son art et se trouver soi-même. Euh, c'est pour ça aujourd'hui je suis assez serein dans ce que je fais parce que je me sens Prêt? prêt et surtout moi sur scène mon spectacle j'y travaille, je le trouve Hmm. bien, et je suis trop fier de le présenter, donc il y a quelque chose où peu importe ce qui se passe dans la salle ou à l'extérieur ou quoi, je suis fier de, tu vois. Alors que je me dis, si tu as par exemple un buzz sur une vidéo quand tu démarres ta carrière d'humoriste, euh, faut vraiment être bien entouré Hmm. parce que t'es pas confiant, et c'est pour ça que tu as beaucoup aussi de personnes qui vont être connues sur les réseaux, sur la télé, le ciné, et parfois qui veulent se lancer sur scène en disant facile. Ils se rendent compte que ah non, tu vois, ça prend du temps, et, euh, et c'est important d'aller dans les comédie clubs, de travailler, parce que c'est ça quoi, tu travailles un sketch, Ouais, une puis c'est vanne, pas mal aussi de rester humble parce que le retour du mais public, des fois, il est un peu oui, oui, dur. oui. Et puis, t'as plein de choses, t'as tellement de paramètres. Et moi, je pourrais te raconter 1000 anecdotes de trucs où, en effet, tu restes humble parce que, surtout moi, alors aujourd'hui, je joue plus à Paris parce que j'habite là-bas, mais à Lille, je joue encore là-bas, où là, le stand-up commence à arriver. On a joué partout. On a joué évidemment dans des salles qui sont adaptées, mais on a joué dans des restos, on a joué dans Mhm. des bars. Et le problème, c'est qu'il y a un truc où le stand-up, c'est un peu à la mode, où tout le monde va avoir son coin stand-up, mais parfois, c'est pas adapté. Parfois, tu vas jouer dans un resto et on arrive, bah, où est le micro? Ouais, pas de micro. Ah Mais on ouais. joue, bon là, vous vous foutez là. Sauf que tout le monde est venu manger, et savait pas Mhm. qu'il y avait des humoristes. Donc tu es là, tu dois jouer devant des gens qui, je sais pas, étaient sortis entre amis ou en couple, Ouais, ils sont pas et tu forcément les embêtes. Enfin, disponibles à écouter. ouais, et ça, c'est des conditions horribles où Mhm. tu te dis, ah bah oui, là, c'est pas fait du tout, quoi. Mais il faut pas se décourager, tout ça, et surtout qu'il y a une volonté, j'ai l'impression, dans les pays francophones, puisque vraiment c'est en train d'émerger, les gens qui montent des plateaux de stand-up ou des comedy clubs font les choses bien, quoi. Je vois par exemple à Lille, la touche fin, c'est génial, il y a plein de plateaux qui naissent, mais c'est que des choses où voilà, on veut que les humoristes soient dans bonnes conditions, que le matériel soit bien, que les gens soient bien assis, que la lumière soit un peu tamisée. Enfin, tu vois, c'est des détails, mais des choses où parce qu'en fait, ça donne l'image que c'est hyper accessible et facile, mais pas du tout, tu vois. Mhm. Ça donne l'image de oui, il nous faut juste un micro et là vous pouvez jouer, mais non. Il faut que les gens ils soient concernés et il faut les prévenir. Euh, mais c'est cool, ça avance en tout cas. En tout cas, le Spotlight, pour un peu le connaître, c'est vrai que c'est vraiment un lieu où j'adore retourner quand je repasse à Lille, dans le sens où enfin, l'ambiance est vraiment chaleureuse, bon enfant, tu Ouais, vois. Alors qu'à Paris, il y a quelques comédie clubs, tu vois, j'aime pas trop l'ambiance, c'est ok. un peu industriel où les gens sont là pour faire leur pub et où tu sais à la fin ils t'attendent avec leur QR code Instagram. Enfin, je suis là, désolée, mais j'ai pas forcément envie de te rajouter, tu vois. Oui, oui, Alors oui. que Spotlight, c'est vraiment une grande famille, je trouve. C'est vraiment sympa, tu vois. Bah, après, c'est autre chose. C'est un peu subtil, mais tu vois, le Spotlight, qui est donc un lieu à Lille, c'est plus un café-théâtre qu'un Hmm. comedy club. C'est-à-dire qu'il y a dans leur programmation, ils ont des comedy clubs. Donc là où on est 6-7 humoristes à passer, on fait 10 minutes chacun pour faire notre promo, pour tester nos blagues, tout ça. Et à côté, ils ont beaucoup de spectacles d'1 heure. Donc c'est plus un truc c'est un lieu en effet convivial. Et puis à côté, tu peux manger, tu peux boire et tout. Les comedy clubs, c'est un peu voué à ça de se dire il y a plusieurs humoristes et là on vient travailler. Et en effet, on
peut être plusieurs à s'enchaîner et ça va vite. Parfois, il y a des questions de timing ou je sais pas, on a pris du retard donc on devait jouer 10 minutes, finalement jouer 6 minutes chacun. Et puis, il ne faut pas dépasser, sinon vous foutez le spectacle. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que vous êtes tous avec votre portable à regarder votre bah temps oui, là, sur oui, scène. oui, oui, ou parfois on est flashé, tout ça. Et en effet, je peux comprendre, c'est très, ça peut paraître très dur, mais c'est le stand-up qui se veut comme ça. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est l'art peut-être le plus difficile parce qu'il est rude, mais partout. Même dans nos blagues et tout, il faut être efficace. Il y a un côté très carré. Mais moi, ça me plaît, parce que moi, je jure un peu que par le travail et j'ai besoin dans cette mentalité-là. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien jongler entre Lille, où j'ai démarré stand-up et tout, et Paris. Paris, voilà, ça m'éclate parce que c'est les grands comedy clubs et tu joues avec des pointures de l'humour, des gens qui m'inspirent de tout horizon, et puis tu es là, ça va vite, tu vois. Et en même temps, j'aime bien revenir à Lille où en effet, il y a un côté plus rond, plus en effet convivial, où on est là avant tout pour passer une soirée. Ouais, Les gens sont là pour passer une soirée plus qu'un moment. À Paris, ça va vite. C'est ça. Moi, tu vois, par exemple, je joue mon spectacle en ce moment à Paris tous les lundis au Point Virgule, qui est une super salle de théâtre, tout ça. Mais moi, je joue à 19h et à 20h, il y a un autre spectacle. Donc, c'est 1 heure. Donc, je dois même jouer un peu avant parce qu'après, ça enchaîne. Et à 21h, tu as encore un autre spectacle. Donc, je ne peux pas prendre du retard, sinon ça prend tout le retard. Mais à Paris, le public, ils s'en foutent, les gens. Ils savent que ils ont moins d'1 heure et ça leur va très bien parce qu'après, ils font un resto, ils bougent et tout. Tu vois, la ville se veut comme ça. À Lille, par contre, si au Spotlight demain je joue 55 minutes, bah non, ça va pas. Attends, les gens ont réservé leur soirée. T'es en province, donc les gens. Et c'est pas péjoratif de dire la province, je suis moi-même lillois, donc il n'y a aucune animosité envers ça, mais c'est juste que les gens, ils prennent leur soirée et les parents appellent des nounous, tout ça et tout. Enfin, tu vois, il y a un côté où, en effet, il faut donner un peu plus. Donc là, je joue évidemment beaucoup plus longtemps, j'ai une première partie. Enfin, tu vois, c'est plus rond, mais c'est pour ça, moi, j'aime bien les deux énergies quand même, tu vois. Ouais, ça se complète. Oui, je pense que si tu fais trop le côté, comme tu dis, industriel, tout ça, ça te met dans une mentalité trop un peu concurrentielle, ou tu vois, un truc malsain. D'ailleurs, une question que j'avais posée à Harold Barbet, mais est-ce qu'entre vous, il y a un peu de compète ou c'est vraiment bon enfant entre vous? Bah, en fait, moi, ce serait mentir de dire qu'évidemment il n'y en ait pas et qu'il y a des gens, qui sont comme ça, il y a des gens qui, mais comme partout dans le sport, beaucoup, il y a des gens qui sont dans l'incompète. Moi, ça me parle pas. Moi, c'est pas des choses moi, en fait, avant tout, je suis un grand passionné et spectateur de stand-up. Donc moi, quand je vois un humoriste qui, par exemple, joue avant moi et qui cartonne, qui ouf, évidemment, ça me peut mettre une pression de me dire putain, derrière, il faut que j'assure. Mais je suis plus dans le côté waouh, comment il l'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis en plus, si moi, ça me fait rire ou quoi, je me dis mais c'est incroyable, tu vois, ça m'inspire et je me dis si je dois passer après, par exemple, je n'ai pas la prétention de dire c'est moi le meilleur, je me dis il faut juste que je surfe sur cette vague, faut pas qu'il y ait une redescente, faut que les gens continuent à passer une super soirée. Moi, ça m'élève plus qu'autre chose, tu vois. C'est pour ça que j'adore observer les humoristes de partout, de plein d'univers, de plein de gens différents. Moi, et puis je me compare mais avec moi-même, tu vois, je suis plus, je sais pas si j'ai fait une super performance ou quoi, je me dis plus, j'ai envie de continuer ça. Je suis pas là en train de me dire et lui qu'est-ce qu'il a fait pour faire ça et lui machin. Ça m'intéresse pas vraiment parce qu'en plus on a plein de parcours différents. Comme je te disais, tu as des gens, ils vont faire une vidéo, ils vont exploser. Il y en a, ça va prendre 5-10 ans. Il y en a, enfin, c'est plein de choses. C'est plein de trucs, de paramètres et on est tous différents. Donc moi, je rentre pas là-dedans. Après, évidemment, tu as plus ou moins d'affect avec les autres personnes. Mais c'est pas grave. Moi, il y a beaucoup, c'est ce que je dis souvent, dans les humoristes, c'est tous mes collègues. Et il y en a, c'est des amis. Et c'est trop bien. Mais il y en a, ça ne l'est pas, mais il n'y a aucun problème, tu vois. C'est juste, tu peux pas être à pote avec tous tes collègues de boulot dans la vie, quoi. Donc non, moi j'arrive à faire la part des choses en tout cas par rapport à ça. Je sais pas si Harold a dit la même chose, ça m'intéresse. Je sais pas si j'avais posé la même question. Ah oui, enfin, tu veux dire par rapport aux affinités, etc. Ouais, la Si à la compétition. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit oui. Qu'effectivement, on ne pouvait pas être ami avec tout le monde. Après, de la grosse compète, non, pas forcément. Mais encore une fois, on ne peut pas être pote avec... Oui. Et puis en fait, moi, je trouve que c'est même sain de dire, voilà, enfin, d'être aussi là. En fait, pourquoi on est là? On est là, par exemple, pour faire un plateau stand-up. On est là pour que les gens passent une bonne soirée, pour travailler, pour que la soirée, le show se passe bien.
voilà, derrière, savoir que je dois faire copain-copain avec tout le monde, Ouais, non, bah, ça, non, tu vois, on n'est pas là pour. Mais en plus, il y a un côté, je trouve, hyper quand même assez fraternel, encore une fois. Hmm. En France, ça émerge tellement de partout que les gens, ils sont. Enfin, moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai la chance d'être en tournée et j'aime bien jouer dans les comédie clubs avant le spectacle ou de voir. Les gens sont hyper accueillants, quoi. Les autres humoristes, vraiment, ils sont trop contents de dire. Putain, t'es de Lille, t'es là à Bordeaux, à Lyon et tout, c'est trop cool. Et Ouais, il y a une nous, certaine solidarité mais entre bien vous. sûr, on vit tous, et c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on a tous les mêmes problèmes, hein. Ouais, c'est ça. Nous, les Hmm. humoristes, ceux qui créent des plateaux, c'est exactement pareil partout. Donc autant s'entraider et s'élever, quoi. Plutôt que de faire. Oui, les rares fois où tu bides, est-ce que... T'imagines le mec qui demande ça. Alors, il n'y a aucun problème sur toutes les questions, juste sur le beat, si tu peux dire vraiment, genre, Non, moi une ou j'avais. deux fois. C'est quoi un peu ton mindset? Est-ce que tu te dis, oh, purée, c'est vrai, j'ai été nulle, j'y arriverai jamais, ou tu restes bienveillant et Non. optimiste avec toi? En fait, moi, je suis très, très à l'aise avec ça. Dans le sens où, en fait, ça fait partie de notre travail, tu vois. C'est-à-dire, Ouais. notre travail, c'est quoi? C'est savoir si une blague est drôle ou elle est pas drôle. Et personne n'a la science infuse et personne n'est un génie pour tout ce qu'on écrit chez nous, dire tout ça va être drôle. Hmm. Évidemment que je le souhaite, Non, puis évidemment. encore une fois, on a chacun son humour. On peut Voilà. pas, Et voilà. évidemment que quand je l'écris dans ma tête, je me dis c'est drôle, tout ça et tout. Déjà, il y a, comme tu dis, pour qu'une blague, enfin, le côté marrant, il y a 1000 paramètres pour les gens, que ça les touche ou pas, mais même pour nous, une blague, la première fois que je l'ai dit sur scène, elle est forcément beaucoup moins forte que la 10e fois, parce Mhm. que la 10e fois, je suis rodé et tout. Et moi, quand ça m'arrive de pas avoir de rire ou quoi là-dessus, ça me va très bien parce que c'est juste, ah bah, faut que je retravaille en fait, tu vois. Moi, j'ai eu la chance de jamais non plus me prendre un beat sur 10 minutes entières. Je pense que ça, c'est quand Ça même va être très très terrible. rare. Oui, mais ça existe pas vraiment. C'est juste qu'on a une image aussi, je trouve. Je sais pas si c'est un peu avec l'école YouTube ou quoi, mais on a une image du stand-up parfois où genre, ah, on va voir des gens qui beat pendant 10 minutes et un mec Mhm. qui va faire Mais ça n'arrive. Enfin, j'en ai Non, plus puis vu. tu vois, j'ai quand même cette impression que les gens sont quand même bons En publics, plus, en grande voilà. majorité, Et puis, hein. c'est. Après, c'est à l'humoriste d'avoir du recul, mais moi, personnellement, quand je teste une blague et que ça marche pas, mais tout de suite, j'en rigole. Ou alors, moi, ce que je fais, j'aime bien aussi débriefer avec le public. Mhm. Dire, ah tiens, pourquoi ça vous a pas parlé? Parce que parfois, tu as plein de choses. Tu dis, ah, le début, c'était marrant, je vous ai senti avec moi, et pourquoi la chute, je vous ai perdu? Parfois, tu dis, waouh, ça vous a pas du tout parlé, mais parce que je vis que ça, moi. Bah ouais, tu Mhm. vis que ça, on n'a jamais. Et puis, parfois, c'est l'inverse. Parfois, il y a un truc, je vais écrire, je vais dire, franchement, j'ai l'impression d'être le seul à avoir vécu ça. Et puis, en fait, énorme rire dans la salle et tu te rends compte qu'on est tous pareils. Donc moi ça me va très bien en fait, c'est juste que je dois retravailler et comme je te dis il y a plein de paramètres différents, c'est hyper intéressant. Et moi de toute façon j'ai envie je suis un peu dans ce truc là, tu sais, d'affiner à chaque fois tout ce que je dis, tout ce que je fais, donc j'adore ajuster en fait, de me dire ah trop bien, là j'ai rajouté tel geste ou quoi, ça prend un rire en plus, putain il faut que je le garde. Ah Mhm. non là j'ai dit un mot en trop, on le coupe, tu vois, c'est comme Toi, tu un. préfères écrire ou jouer sur scène? Oh les deux. Je Mhm. saurais pas te. Ça fait partie des. Enfin, pour moi, c'est le prolongement, quoi. C'est Mhm. pas. Jamais je pourrais déléguer l'écriture à quelqu'un. Ouais, c'est trop personnel. Ouais, c'est trop personnel, bien que je coécris, mais jamais je pourrais dire à quelqu'un écris-moi des blagues parce que je suis trop fier. Et puis j'adore voilà, dire ce que tu ressens ou ce que tu penses, d'un coup le dire sur scène, c'est génial. Et jouer, c'est trop cool. C'est trop Mhm. cool aussi. Après, non, non, les deux, c'est ensemble, c'est une équipe. Mais ouais, tu vois, le beat, c'est pas aussi moche, ouais, je sais pas, honteux que comme on peut le croire, quoi. Euh, et puis parfois aussi, tu sais, t'as tellement, mais quand je te dis 1000 paramètres, c'est que parfois, ça arrive, je pense que s'il y a des humoristes qui écoutent, ils vont se reconnaître. Peut-être pour toi, ça va paraître un peu ouf, mais euh, ça nous est arrivé, tu joues à un plateau de stand-up ou un spectacle ou quoi, et tu as une bonne salle, c'est-à-dire la salle est quasiment remplie et tout. Et je vais prendre l'exemple d'un comedy club, imaginons, tu as quelqu'un qui chauffe, tu sais toujours un peu le début, c'est-à-dire qui vient faire le MC, le maître de cérémonie, qui arrive, qui chauffe. Et tu dis, tiens, le public est pas. Voilà, ils applaudissent pas facilement, ils rigolent pas facilement. Mais le mec, par exemple, de la chauffe, ou la fille qui fait ça, se donne à fond, il sort de scène, souvent il nous faut un petit débrief, on dit, putain, bah, ils sont un peu durs ou quoi, faut pas lâcher. T'as les humoristes qui s'enchaînent, moi je vais monter sur scène et tout, et tu vois qu'en effet, t'as tes rires partout, mais c'est pas Mhm. grosse vague, c'est des petits rires. Et tu vois les gens, juste ils sourient, ils passent une bonne soirée. Et nous, notre ressenti, on sort de là en disant, putain,
c'était dur, on n'arrive pas à les faire décoller. Et parfois les gens sortent et disent c'était super, c'était génial. Et c'est même eux qui vont devoir en spectacle après, qui, quand il y a un chapeau, mettent de l'argent, qui vont te suivre sur les réseaux. Et toi, sur le coup, tu te dis, mais attends, mais c'est incohérent avec ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est parce que tu as 1000 trucs. Tu as peut-être que il n'y avait pas une espèce de cohésion dans la salle. Peut-être que il s'est passé un truc avant dans l'actualité qui a miné les gens. Peut-être que juste les premiers humoristes, ils n'étaient pas aussi... Enfin, tu as 1000 trucs, mais c'est pas des excuses en fait qu'on trouve. C'est juste que parfois, c'est comme ça, quoi. C'est juste, tu as des publics qui sont plus dans l'écoute et des gens Et de qui sont ton côté, chauds. peut-être que tu avais trop d'attentes aussi. Et aussi parce que nous, on a un truc forcément un peu égoïste, mais c'est normal, où comme on joue tous les soirs, on sait comment une blague fonctionne. Quand on a fait beaucoup, c'est le potentiel de la blague. Et parfois, il y a des blagues où tu te dis, putain, mais normalement, ça, j'ai un gros rire, il y a un applaudissement, et c'est fou. Et là, t'as juste, hein. Et donc, nous, on sort de là en train de dire, mais c'est pas possible. Mais les gens, ils adorent. Et ce qu'il faut, je pense, ne pas faire dans ces moments-là, c'est se décourager et donner moins, tu vois. Il faut toujours donner à 100% et de livrer aux gens le meilleur show que tu peux donner. Et puis pareil d'ailleurs à l'inverse, nous les humoristes, on a une vie perso, donc parfois on n'est pas au top. Tu vois, il nous arrive moi il m'arrivait de jouer en apprenant vraiment des mauvaises nouvelles dans la journée, et je dois absolument pas refléter ça sur scène. Ça doit être dur. Ça c'est dur parce qu'il faut que tu te mettes un espèce de boost toi-même, tu vois, tu peux compter que sur toi-même. Mais qu'est-ce que je fais en fait dans ces cas-là? Est-ce que je vais sur scène et je fais mon triste ou est-ce que je dis allez vas-y, je vais essayer de créer une parenthèse, je sais que c'est dur, je sais que c'est pas évident. Allez, on va en retirer du positif, un truc bien là-dedans, quoi. Tu vois, avoir encore une fois cet état d'esprit de allez, je me donne à fond et faut pas le regretter et tout, quoi. Donc voilà, pour te répondre un peu largement sur le bin, mais c'est parce que j'aime pas l'image un peu préconçue qu'on peut avoir là-dessus. Enfin, j'aime pas. C'est normal aussi parce que tout le monde n'est pas dans ce métier, mais c'est dire que c'est pas aussi horrible et honteux ou limite violent que ça peut paraître. Évidemment que t'as des trucs violents, des bides où ça rien, mais ça va, tu vois, c'est pas la majorité du temps, quoi. Alors aujourd'hui, tu joues ton spectacle Vous dis quoi en hommage à tes origines ch'ti depuis 3 ans. Tu nous parles de tes souvenirs d'enfance, tu te demandes si tu veux devenir un adulte, tu parles aussi de ta sexualité et des a priori qu'on peut avoir sur les jeunes de ta génération. Oui. Tu es en pleine crise existentielle, en fait. Je suis en crise de la cinquantaine, en fait, en ce moment. Mais oui. En fait, tu as tout dit. Mais d'ailleurs, dans le spectacle, je fais une blague... parce que le spectacle, comme je me pose beaucoup de questions, je raconte que j'ai fait une introspection et qui à mon âge, Seulement qui a la 22 ans. vingtaine, mais oui, et en fait pour les gens ça peut paraître fou, mais c'est vraiment le cas. En fait, moi je suis quelqu'un, je te dis, je me pose énormément de questions sur beaucoup de choses et forcément beaucoup sur moi-même, et j'ai toujours envie d'être un peu, je veux que les gens soient comblés, que ce soit les gens du public, que ce soit un ami, ma famille. J'aime pas être mou, c'est un peu une exigence qui faut que je me calme d'ailleurs, parce que sinon tu peux pas satisfaire tout le monde, c'est normal. Mais ouais, je me pose beaucoup de questions, et ce truc d'introspection, c'est la vérité. C'est pendant les confinements, parce que moi je suis tombé en confinement, j'avais 18 ans à l'époque, donc c'est quand même pile un âge où tu grandis, où tu vis des expériences, les premières expériences sur plein de choses, le passage du lycée aux études supérieures et tout. Et moi j'ai pas eu ça, quoi. Moi pendant 1 an, 2 ans, en plus avec les salles de théâtre qui étaient fermées, je pouvais pas jouer. Et Mais t'as fait comment alors? T'as fait des vidéos sur les réseaux? je continue un peu les vidéos sur YouTube, mais là j'étais déjà à une phase où j'en mettais moins, parce que les vidéos que je mettais étaient plus longues et plus fournies, et je faisais même des petits courts-métrages dans mes vidéos. Enfin, c'était plus travaillé, donc il fallait du temps dans l'écriture. Mais ce que je faisais, non, j'ai commencé à écrire mon spectacle là-dedans, et je me posais tellement plein de questions qu'en fait, ces sources de questionnement devenaient de l'écriture, et beaucoup de discussions avec des amis en appel vidéo, avec des gens, avec mes premières relations amoureuses, tout ça et tout. Enfin, j'ai beaucoup discuté, et c'est pour ça qu'en fait, il y a un truc un peu où j'ai grandi beaucoup après, où j'ai l'impression que dans ma tête, parfois, je suis plus âgé ou quoi. Mais parce que j'ai fait beaucoup de choses très jeune, quoi. Je me suis lancé très jeune dans ma passion, je me suis beaucoup posé de questions très jeune. Mais c'est sain et c'est bien, et c'est pour ça, dans le spectacle, j'essaie de dire que c'est pas... c'est bien de se poser des questions, quoi. C'est pas un acte de faiblesse de dire oh là là, je me remets en question, je suis nul. Non, ça te fait avancer. C'est preuve, encore une fois, de maturité. Je sais pas, j'aurais pas la prétention de dire ça, mais en tout cas, je pense que c'est sain, moi. Je pense surtout que c'est sain. C'est un truc où
On s'en fout de savoir. Et justement, c'est là que tu deviendrais ringard, tu vois, en ne te posant plus de questions Mais sur oui, toi, la vie, les autres. c'est ça. Mm. Moi, en fait, quand T'es on avec des prend les gens certitudes, pour hein. acquis, quand on prend les gens pour acquis ou on se prend nous-mêmes pour acquis, c'est fini. Mm. Parce que mais je pense, parce que je pense que c'est jamais fini. Je crois que à 20 ans, c'est bien de se poser des questions, comme à 30, 40, 50, Mm. 60. Moi, je pense que, je sais pas, quelqu'un qui a 60, 70 ans, qui est grand-père ou grand-mère et qui s'excuse sur quelque chose qu'il a fait, c'est incroyable. Mais tu vois, genre, je me dis, ça, c'est encore une fois mature, mais c'est surtout, j'avance quoi. J'ai fait une erreur, bah, c'est pas grave, tu vois, et je pense que c'est pas, le chemin est jamais terminé. Et c'est pour ça, moi, je m'en fous de savoir parfois la réponse des choses. Je pense qu'il y a des questionnements qui vont durer toute la vie, quoi, et c'est bien. Et il faut juste pas se torturer l'esprit, il faut que ce soit encore une fois Ouais. sain et mais c'est trop cool de se poser des questions, de Mm. se mettre de changer son point de vue, de se mettre à la place de l'autre. Enfin, moi, j'adore avoir des débats, par exemple, avec des amis, et souvent, j'aime bien faire l'avocat du diable, comme on dit. Alors, évidemment, mais c'est pas juste pour. Enfin, tu sais, ce côté, si je me mets dans un autre point de vue, tiens, quel est le truc un peu positif que je peux en ressortir ou tu vois, juste pour me dire, tiens, c'est quoi. J'ai envie d'ouvrir toutes les portes, en fait. Et alors, dans après, ton de spectacle, voir. tu te demandes si tu es un adulte, est-ce que tu es un adulte alors? Oh, non. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est être adulte? C'est ça, c'est ce que j'allais dire, tu vois, là, tu m'as dit ça, et tout de suite, là, je me disais adulte, j'ai tout de suite vu quelqu'un de bonjour. Et en même temps, Très sérieux. ouais, et en même temps, je me dis, est-ce qu'il existe vraiment? Je sais pas. Mais moi, je crois que je suis juste qui je suis. Là, c'est à mettre en Très réel solennel. avec une musique triste. Ouais. Non, non, mais en fait, c'est juste que, genre, si être un adulte, c'est à un moment donné devenir vraiment sérieux sur tout, et puis avoir de Non, c'est chiant. naïveté, ouais, et puis avoir de regard. Ouais, Blasé, en ouais, fait. blasé ou plus enfantin, plus rêvé, Hmm. bah alors non, Bah, j'en c'est serais fini, jamais un, hein. tu vois. Mais moi j'aime bien cet esprit-là. Mais en fait, j'aime bien de scinder les choses. Par exemple, je vais te dire un truc, mais moi dans la vie de tous les jours, comme je dis un peu dans le spectacle, j'ai beaucoup d'habitudes d'enfance et j'aime bien avoir mon regard Mais on te sent très naïf. nostalgique de ton enfance dans le Oui, spectacle. peut-être, ouais, mais enfin, c'est plus la posture, le statut, ou- mais j'aime bien le regard naïf sur les choses, j'aime bien la magie, j'aime bien Hmm. Disney, j'aime bien ces choses-là. Et en même temps, dans mon travail, là par contre, je peux faire plus preuve d'une maturité ou d'un côté très adulte parce que j'adore travailler et que les choses soient carrées, tu vois, je suis pas là euh, à rien voir ou être un peu bébête en disant ah non tout est joli. Non, non, dans le travail faut faire les choses comme il faut, mais dans la vie de tous les jours, bah, j'aime bien me laisser porter aussi, d'avoir ce juste milieu-là. Tu vois, je pense que c'est ça aussi être adulte, quoi. C'est à un moment donné de se dire où est-ce que je mets le côté sérieux, je le mets pas Ouais, dans où je tout, passe mais le dans ça. curseur, hein. Ouais, Hmm. voilà. J'en sais rien, je pense que dans l'éducation, à un moment donné, quand tu deviens parent, si tu as des enfants, bah évidemment, il faut avoir une certaine posture parce qu'il faut éduquer. Bah maintenant, est-ce qu'il faut absolument dire je suis ton papa et donc je vais te parler avec cette Hmm. voix-là et te dire, et tu vois, de prendre des mots que j'utilise pas? Bah non, je pense qu'on peut parler normalement et à la fois, il faut pas non plus être avoir le même âge que l'enfant parce que sinon t'avances pas. Enfin, tu vois, il y a ce côté juste milieu, moi j'y crois beaucoup en fait dans la vie. Bah, peut-être tu vois, le côté apprentissage, donner des leçons de vie Oui, oui, en oui. tant qu'adulte, c'est très responsable dans le travail professionnel, mais garder son âme d'enfant, quoi, tu vois, le côté un peu Ouais. fun, garder son sel, ce qui fait que t'es toi, quoi. Et vraiment, c'est marrant, enfin, tu me parles de ça, comme à plusieurs reprises, là, j'ai évoqué Disney. Je sais pas pourquoi je pense à Walt Disney. Je sais pas si tu connais un peu sa vie, tout ça. Et moi, enfin, je suis très fan de cet artiste et de même Pixar, etc. Et lui, quand même, je trouve que, si tu peux faire une petite digression, mais c'est quand même l'incarnation de ce juste milieu. C'est-à-dire, c'est un gars énorme businessman, mais qui a monté, il a créé Mickey, des films, des déclinaisons, des parcs d'attractions. C'est quelqu'un qui avait un point de vue de business, de commerce, il n'était pas bête du tout. Et en même temps, bah, pardon, mais pour créer Mickey, pour créer tous les personnages, il faut avoir une Ouais, certaine âme naïveté. d'enfant. Et je trouve que c'est génial, quoi. Pour moi, Bah ouais. ce gars-là est l'incarnation de ça. Mm. Et c'est pas pour autant qu'on le prend pour un mec bête ou un enfant, non. Bah, c'est ce qui lui Voilà. permet d'être créatif, hein. Voilà, donc moi je m'inspire de plus ce mode d'esprit-là. Alors, on va faire un petit jeu. À Oh, présent. cache-cache. Non, toujours pas. Non, non, je vais te dire des phrases et tu vas devoir les compléter. Ok. Alors, première phrase. Si je n'avais pas été humoriste, j'aurais été...
soit humoriste, parce que vraiment, il n'y a que ça. Mais tu peux pas dire Je peux humoriste. pas dire. En fait, soit j'ai envie de te dire, parce qu'il y a tellement de métiers en dehors de la scène, auteur, metteur en scène, tout ça, mais pour vraiment un truc qui sort, artistique et tout, je crois que j'aurais bien aimé être guide touristique. Ah ouais? En De fait, quoi de lit, là? non, pas forcément d'une, j'ai pas de ville ou d'endroit, peut-être Mais faire Londres. découvrir... En fait, c'est le côté plus d'être là, avec un petit micro ou pas, devant des gens, et de me dire, tiens, je dois présenter un monument, par exemple, je sais pas si je suis à Londres, le Big Ben, qui est vraiment le monument, on va dire, basique, ou que tout le monde connaît, mais me dire, ah, tiens, en quoi je peux le raconter à ma manière. En tout Et cas, encore une fois, raconter des histoires, oui, quoi. voilà, mais le côté, je pense que j'aurais bien aimé ça, tu vois. Après, oui, il faut que ça te passionne dans les villes et tout. Ou pour revenir dans l'artistique, peut-être un truc un peu dans le dessin, dans l'animation, tout ça, j'aurais bien aimé ces choses-là, quoi. Ma plus grande fierté. Oh là là. Euh, En fait, j'ai des objectifs et il y a des choses qui sont pas atteintes, donc il n'y a pas encore ce truc de accompli pleinement, de soulagement. Mais après, ma fierté. Enfin, à date d'aujourd'hui, tu Mais vois. peut-être De à quoi date tu es le plus d'aujourd'hui, fier. je me dirais, je suis fier de pouvoir me dire que je vis de ma passion, que cette passion m'amène à faire des tournées, voyager, et qu'en plus, c'est encadré de façon très professionnelle et très sain, c'est-à-dire d'avoir une manageuse, un vidéaste, photographe, un metteur en scène, un co-auteur. Tout ça, c'est trop cool. Donc, je suis fier de me dire comment j'avance aujourd'hui, quoi. Bah ouais, d'avoir la vie, en fait, que tu voulais avoir, quoi. C'est ça, c'est ça. Le conseil que je donnerais à une personne qui n'ose pas se lancer, c'est... Se lancer dans le stand-up. Pas forcément dans un projet dans la vie. Moi, je dirais de ne pas avoir peur de l'échec, en fait. Pas avoir peur, évidemment, des remises en question, et être plus d'apprécier le doute et de qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans. Dans la remise en question, dans mince, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui peut te faire avancer. Au lieu de pointer du doigt, de dire ça n'a pas marché, c'était nul parce que nanana, oui, bon, on va pas refaire l'histoire 6 fois, c'est passé, qu'est-ce que tu peux apprendre de ça, tu vois. Mais c'est un excellent mindset, en tout cas. C'est vrai. Putain, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui. Un mantra que j'aime bien. Tu peux me rappeler ce que c'est un mantra? Un mantra, ça, c'est une phrase que tu te dis Ah oui. en mode leitmotiv. Oui, oui. Je crois que je suis pas très bon dans ça, entre les citations. Moi, je suis très, très inspiré par la musique. Donc moi, c'est plus des paroles ou c'est plus des titres. Et il y a une chanson que j'adore d'un artiste que j'adore qui s'appelle Noel Gallagher. Et il y a une chanson qui s'appelle We're Gonna Get There in the End. Ça veut dire à la fin, on y arrivera, tout ça. Et cette chanson, les paroles et même rien que le titre, moi, il y a un côté très optimiste et côté de pas lâcher, de dire oui, il peut se passer 1000 choses, mais à la fin, on va s'en sortir si tu te donnes à fond, si tu fais plein de choses. Donc, moi, je me rappelle qu'à 10 ans, j'avais fait un stage de tennis parce que Rafael Nadal, c'était mon idole. Ok. Et dans un magazine, j'avais déchiré une interview de Rafael Nadal dont le titre était Je ne lâche jamais. Mais oui. Et tu vois, et ça, c'était mon poster. Tu vois, moi, j'avais pas Laurie et compagnie, j'avais Rafael Nadal avec cette citation Je ne lâche jamais. Et c'est vrai que ça, c'est une phrase C'est bien, hein. qui m'est toujours restée en moi, quoi. Et là, je pense aussi à Chris Martin, le chanteur de Coldplay, qui répète beaucoup dans ses chansons, même dans les interviews, de Never Give Up, quoi. Ce côté-là, et je trouve que c'est assez. Mais c'est vrai, quoi. Faut pas lâcher. Pour moi, j'aurais réussi ma vie si... Si tu vois, si t'avais une baguette magique, tes rêves les plus fous. si j'ai atteint mes objectifs de manière très, encore une fois, sain et que tout le monde soit avec moi, et que, tu vois, si j'ai atteint tout ça, et que je pense que ce serait vraiment le jour où j'aurais trouvé un équilibre dans ma vie entre le monde professionnel et le monde personnel, qui est quelque chose que je découvre l'intensité que c'est très dur en fait. T'as pas peur de faire un burn-out à un moment? Ça, c'est marrant, tu sais que c'est le sujet, on m'en parle énormément en ce moment. On m'en parle beaucoup et en fait, comme c'est un métier passion, et c'est en plus un métier où on joue le soir, où on voyage et tout, c'est un métier où tu comptes pas les heures et t'es la tête dans le guidon, et en plus, il y a un côté où, enfin, moi je suis comme ça, plus je joue, plus j'ai l'impression d'être fort, comme c'est la salle de sport, tu sais, un petit peu de continuer. En plus, t'es encore au début, donc t'as envie de... Mais bien sûr, et puis t'as plus, 1000 opportunités, t'as des choses où tu dis si je dis non, ça va. Et puis il faut remplir les salles, enfin, tu vois, t'as 1000 choses. Et récemment, ça fait un petit mois où je me dis waouh, j'enchaîne beaucoup et c'est important d'avoir une vie à côté de tout ça. Donc là, je suis fier de te l'annoncer devant vous.
mais je me suis enfin imposé des jours off. Waouh. J'ai même déjà, donc au moment où on peut dire, quand on tourne, on est fin novembre, j'ai déjà posé mes 2 semaines en août de vacances, D'accord. tu vois, dans mon planning, tout Grosse ça. anticipation. Oui, mais parce que ça peut tellement aller vite et tout, Mhm. et c'est un peu l'équilibre que j'essaye de retrouver grâce à ma manageuse qui m'a beaucoup appelé en me disant, ouais, il faut que tu ralentis, Mhm. grâce à des amis humoristes, grâce à des amis dans la vie, de la famille, euh, où c'est quand même aussi, voilà, c'est sain d'avoir une vie à côté. Et juste trouver un équilibre. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est ma passion, c'est mon rêve et c'est génial. Et Ah oui, évidemment tu l'as que, répété 4 fois hier dans ton spectacle. Mon oui, rêve, c'est d'être mais c'est humoriste. ça. Donc, Et de dire qu'évidemment, euh, parfois ça va être au-dessus, je vais mettre ça au premier mm, plan, malgré tout, mais ça reste aussi un métier. Et personne peut travailler plus d'heures qu'il y a dans la journée non plus, mm. quoi. Donc je pense, voilà, le jour où j'aurai trouvé un équilibre entre les deux, qui forcément sera différent. Je peux pas passer une semaine à jouer et une semaine à pas jouer, mais juste me dire, je vais trouver les bonnes personnes qui vont me comprendre sur tout ça. Là, je pense que ça sera bien. Bah, merci, Tom. Merci C'était beaucoup. C'est déjà vrai. fini? Ben oui, C'est fou. l'heure est passée. Passer Ça de passe cette vitesse. tellement vite. T'as pas d'autres questions? On est chaud là. Oh, j'en aurais d'autres. Bon, en tout cas, c'était très chouette de Merci beaucoup, discuter en tout avec cas. toi. Merci à vous d'avoir regardé. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas rater les prochaines interviews. Et on vous dit à très vite. Ciao. Oh, le dire en même temps. Waouh! C'est la connexion lilloise, ça.